Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez dans 20h la culture. Nous recevons ce soir l'auteur de bande dessinée, réalisateur et romancier Johan Sfar. Le chat du rabbin a de nouveau des choses à nous dire dans La Tour de Bab el-Oued. C'est le 7e tome et d'ores et déjà 1 million de lecteurs. Nous parlerons aussi cinéma avec Laurie Choleva, un domaine que vous connaissez bien, Johan Sfar, entre votre Gainsbourg et votre César pour le chat. David, il y a un problème, le chat du rabbin n'est pas juif puisque c'est un chat. C'est un chat, mais il se pose des questions un peu comme un rabbin. Et pendant tout l'album, on le voit qui triture, qui retourne les choses dans tous les sens. Il se pose une question un peu vieille comme le monde. C'est comment se fait-il qu'il y ait plusieurs dieux, qu'il n'est qu'un seul Dieu, plusieurs religions, et qu'on passe notre temps à nous chamailler, voire à nous taper dessus. C'est un peu la question de départ que se pose le chat du rabbin dans ce 7e album. Johan Sfar, est-ce qu'il a trouvé, finalement? Ou alors est-ce que c'est votre quête éternelle? Mais j'ai presque honte de travailler sur des questions aussi idiotes, mais il se trouve qu'on achoppe sur celle-là en ce moment. Elles sont pour les questions idiotes. Donc j'ai imaginé que la mosquée était inondée, que le rabbin et l'imam voulaient faire prier tout le monde ensemble, les deux étaient d'accord. Il n'y a que les fidèles qui ne veulent pas, et se crée le mouvement des juifs et des musulmans qui refusent de prier ensemble, et qui celui-là a beaucoup de succès. C'est une forme de tour de Babel. C'est ça. En même temps de Bab el-Oued. C'est ça, c'est le moment où on se dispute parce qu'on n'arrive plus à se comprendre. Et en même temps, vous avez croqué ces religieux, parce que bon, il y a l'imam des imams, le rabbin des rabbins, il y a peut-être le curé des curés, et ils sont sans arrêt en train de discuter, de se diviser, et en même temps, ils adorent leur division, parce qu'elles leur permettent de continuer à se taper dessus. On parlait de l'échec du politique face aux migrants. Il y a un vrai échec religieux. C'est que les trois monothéismes parlent de générosité et sont très bons pour la théorie. Dès qu'il est question de pratique, ça galère beaucoup plus. Donc évidemment, ça parle un peu de ça. Vous avez fait un chat qui est un peu... Vous ne l'avez pas rendu intolérant ni xénophobe, mais il a quand même des réflexes presque... Il ressemble à un électeur français qui se poserait des questions. Il a des réflexes identitaires. Disons les choses comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que je vous écoute depuis 20 minutes et expliquer aux gens ce qu'il faut faire et quelle générosité il faut adopter, c'est le meilleur moyen qu'ils aillent tous à l'extrême droite. Donc j'ai essayé de montrer mon chat odieux dès le début. Il y a des petits chats qui veulent arriver et il leur dit on ne peut pas accueillir tous les ronrons du monde. Et petit à petit, il va se rendre compte que son attitude n'est pas tenable. Mais par expérience, faire la morale aux spectateurs, ça ne marche jamais. Non. Montrer des expériences, ça peut peut-être ouvrir des petites portes. Est-ce qu'il a évolué, votre chat, depuis le premier album? On voit ce chat tout pelé qui ressemble pas complètement à un chat, en même temps à un chat égyptien un petit peu. Oui. Est-ce qu'il a une conscience, ce chat? C'est tout le paradoxe de ces personnages qu'on essaie de faire vieillir, mais rester dans la série. Donc il y a des choses qui restent, mais il grandit. Au début, c'était l'enseignement, c'était vraiment l'enfance. Là, sa maîtresse a eu un enfant, donc il parle au bébé, c'est la seule personne qui l'écoute. Le monde devient un petit peu dur, donc l'eau monte de tous les côtés. Et il essaie de rester lui-même tout en embêtant tout le monde, en fait. L'action, vous la situez dans une Algérie colonisée, c'est l'Algérie française. Pourquoi ce contexte colonial est très important pour les cogitations et les interactions des personnages? Si je voulais être polémique, je dirais parce qu'on y est toujours. Parce qu'on a importé la force de travail, mais on a les mêmes populations auxquelles on fait les mêmes misères. Et les problèmes qui se posaient du temps de ma grand-mère, on ne les a pas réglés. Donc je dessine des juifs qui ont l'air arabes et qui ont plein de problèmes. Et puis voilà. Alors on va quitter la politique 30 secondes, mais il y a quelque chose de formidable. C'est évidemment ce coup de crayon, mais c'est les décors dans le chat du rabbin, qui viennent directement d'un des plus grands maîtres de la peinture française, puisque c'est Delacroix. Dites-nous votre fascination pour Delacroix, et notamment pour l'influence de Delacroix sur ces décors. De la chat du rabbin. Delacroix et un tableau en particulier, les femmes d'Alger, qui étaient des femmes juives, parce que les femmes musulmanes ne voulaient pas poser pour lui à l'époque. Et on vit sur cette imagerie orientaliste. Il y a une partie de nous qui adore l'Orient et une autre qui se ferme et qui a peur. Alors évidemment, moi je suis plutôt dans le côté qui adore l'Orient et qui essaie de le réenchanter. Et on doit tous beaucoup à Eugène Delacroix. Vous avez changé, vous, en cet album du chat du rabbin, qui se pose des questions existentielles sur l'intérêt de la foi, sur l'intérêt de l'éducation religieuse, sur la cohabitation des communautés. Est-ce que vous, qui n'en finissez pas d'interroger ça, vous évoluez comme votre chat? J'ai une certaine amertume parce que je pense à beaucoup de gens qui se sont investis dans le vivre ensemble, dans les rencontres, dans tout ça et qui ont l'impression de prendre la porte dans la figure parce que tout le monde se radicalise de tous les côtés. J'essaie de rester dans le camp de l'optimisme, j'essaie de rester dans le camp de ceux qui disent que le clash est démodé, que les rencontres ça vaut le coup. Pour autant, j'ai pas de morale, je sais pas ce qu'il faut dire aux gens. Je préfère terminer avec le chat vous regarde mais il sait pas bien quoi faire.
Pardon. Vous avez un chat? Malheureusement, j'en ai 4. Ma fiancée en a un, j'en ai 3 et je les supporte plus, mais il faut bien s'occuper d'eux. Si le créateur du chat du rabbin maltraitait ses chats, ça passerait très très mal. Donc ils sont obligés de bien les traiter. La sous-question, c'était est-ce que le chat du rabbin existe vraiment? Vous m'avez compris. Alors oui, il s'appelle Imhotep, il a 18 ans, il vit chez la maman de mes enfants, mais j'en ai 2 autres de la même espèce, ça s'appelle des orientaux, mais c'est des orientaux du Siam. Mais ils sont pénibles, ils foutent les dessins par terre, ils sont insupportables, je ne les recommande pas. Johan Sfar, vous parliez des communautés qui sont un peu à cran. On a eu ce week-end deux petits épisodes éruptifs où on se traite de raciste. Il y a eu Griezmann qui s'est grimé en joueur de basket noir. Il y a eu Miss France qui a parlé de la crinière d'une de ses concurrentes et on l'a accusée d'animaliser sa concurrente. Ces petites sorties-là comme ça où chacun se traite de racisme, c'est un peu dans votre album et c'est ce que vous regrettez? Il me semble que si on insulte tout le monde, on ne va pas avancer. Les gens peuvent faire des maladresses, ils peuvent être blessants sans le faire exprès. Il vaut mieux expliquer. Moi, j'ai vu un petit film très joli, je crois que c'est de Miss Île-de-France, qui raconte son expérience difficile avec sa couleur de peau, avec sa stature, avec la manière dont on lui a fait de la peine de tous les côtés, y compris dans son quartier. C'est des domaines où je suis plutôt dans le camp de la pédagogie que l'insulte, parce que ça ne sert à rien. Donc vous avez regardé Miss France? Non, j'ai regardé le petit film de Miss Île-de-France, mais j'aurais été ravi de voir Miss France. Nous, on va parler des grands films maintenant, vous qui êtes aussi un réalisateur de cinéma, et on va évoquer les sorties avec Laurie Choleva. Grand film et grand roman, puisque sort La promesse de l'aube, l'adaptation du célèbre roman de Romain Gary. On va en parler avec vous, parce que vous connaissez bien cette histoire. L'histoire d'un amour dévorant, inconditionnel, celui d'une mère pour son enfant qu'elle élève seule. Donc c'est l'histoire de Romain Gary, avec cette phrase qui résume tout, très célèbre, avec l'amour maternel. La vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Ça résume tout ce qu'a vécu Romain Gary et qui n'a eu de cesse de tenter de réaliser les rêves les plus fous que sa mère avait pour lui. Regardez les images. J'étais résolu à devenir tout ce qu'elle attendait de moi. Non, 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 pas peintre. Van Gogh, il s'est suicidé à 35 ans. Je veux que tu sois célèbre de ton vivant. Nous nous résignâmes à la littérature. Il y a 3 raisons qui méritent que tu te battes. Les femmes, l'honneur et la France. Tu seras Victor Hugo. Tu veux pas me foutre un peu la paix Et t'occuper de ta vie. L'idée que ma mère pût mourir avant que j'aie accompli tout ce qu'elle attendait de moi m'était intolérable. Je me fis la promesse de donner un sens à son sacrifice, d'être digne d'elle. J'allais consacrer ma vie à cette tâche. Et rien que de revoir la bande-annonce, c'est très émouvant. C'est une grande fresque épique, romanesque, comme on en voit trop peu en France, moi je trouve. Il n'y a pas besoin d'avoir lu le livre pour apprécier le film, mais quand même, si vous ne l'avez pas lu, moi je vous le conseille vivement parce que ça fait vraiment partie des livres qu'il faut avoir lu. Charlotte Gainsbourg, époustouflant dans le rôle de cette mère dont on suit les excès avec passion. Pierre Ninet est remarquable comme d'habitude. Et un coup de cœur pour cette vie, cet acharnement de Romain Gary à devenir le grand homme que sa mère voulait tant qu'il devienne. Et puis il l'est devenu, puisqu'on rappelle qu'il a été diplomate, résistant, aviateur, écrivain, le seul à avoir reçu 2 prix Goncourt. C'est vraiment un parcours de vie incroyable. Et grand menteur. Oui, et vous avez illustré, je crois, oui. Johan, La promesse de l'aube, une édition. C'est un livre formidable sur l'amour de la France. Il y a une scène extraordinaire. Il doit prendre le train pour s'engager et il dit « Ma mère était la seule qui agitait un drapeau français. C'est à ça qu'on voyait qu'elle était étrangère. » Génial. Autre chose ? Alors une sortie, oui, c'est bien d'en parler. Ça s'appelle Tout là-haut. C'est avec Kev Adams et Vincent Elbaz. Alors là aussi, c'est une histoire de passion, mais dans un autre domaine, puisque c'est Kev Adams qui est un jeune prodige du snowboard en soif de sensations fortes, qui va gravir l'Everest pour tenter la descente la plus dangereuse, puisque personne ne l'a faite auparavant. Regardez. Je suis avec Pierrick Lefranc, les amis. Dis piou-piou. Piou-piou parce que tous les grands riders ont des surnoms. Tu veux devenir une star, gagner du fric? Fais animateur télé. On me rappelle quelqu'un? Je suis pas si con. L'Everest, le couloir en bay, c'est le Graal. Tout le monde en rêve, personne n'y va. Tu crois pas qu'il y a une raison, non? Ce qui est beau, c'est l'harmonie du mouvement avec la pente. Scott, excuse-moi, je regardais la pente. non, tu regardais pas la pente, tu regardais le vide. C'est pas pareil. J'ai envie de descendre cette pente. Ce qui est avec lui, ça traduit. C'est vrai que c'est beau. Je peux faire un selfie? Tu m'emmerdes. Et si vous n'avez pas de neige près de chez vous à Noël, au moins vous en aurez au cinéma. Premier long métrage de Serge Hazanavicius, frère de Michel.
Vous avez des projets de cinéma à nouveau? J'ai une série d'horreur pour Canal+. C'est une excellente bien, ça. nouvelle. Et on fait un dessin animé pour le cinéma avec mon personnage de Petit Vampire qui sort pour Halloween l'an prochain. Merci beaucoup, Johan Sfar. Le tome 7 du Chat du Rabbin, La Tour de Babelwed aux éditions d'Argo et donc en librairie. Et puis on peut aussi admirer les planches de cet album jusqu'au 20 janvier à la galerie Barbier et Maton.